Bonjour, cette semaine nous continuons notre cours qui va parler de la reproduction sexuée, la reproduction asexuée et de la dynamique des populations. Et ce coup-ci, nous allons nous intéresser au développement de nouvel individu. Nous avons vu le principe de la reproduction, nous allons voir comment ça se passe concrètement et comment on arrive à un nouvel individu. On va commencer par regarder ce qui se passe chez les végétaux. La semaine prochaine, nous nous intéresserons à ce qui se passe chez les animaux. Chez végétaux, donc, nous l'avons dit, la reproduction sexuée va se passer avec la fleur. Sur la fleur, ici vous avez un exemple, vous avez plusieurs parties. Vous avez une partie qui sert à plein de choses, notamment à protéger, à décorer, à attirer les insectes, les pétales, les sépales, et puis vous avez la partie au centre, ici, composée des étamines, qui vont faire le pollen, et le pistil, qui va amener jusqu'à l'endroit qu'on appelle l'ovaire, qui contient ce qu'on appelle les ovules. Ce ne sont pas les mêmes ovules que chez les animaux, donc que chez l'humain, mais ça porte le même nom, et ça sert à peu près à la même chose. Si je regarde une autre fleur, c'est une fleur de tomate, et que j'essaye de faire un schéma en coupant, comme ceci, disons que vous avez la fleur de tomate, les pétales, les sépales que l'on voit derrière, qui sont des parties qui ne vont pas servir directement à la production, mais qui vont servir à plein de choses, à protéger, à attirer les insectes, enfin, plein de choses. Et vous avez ici les étamines, alors que la tomate elles sont soudées, et à l'intérieur, vous avez le pistil avec l'ovaire. Comment ça se présente en coupe? Les pétales, les sépales. Vous avez en jaune ici représenté les étamines qui vont contenir le pollen, et en rouge la partie qu'on appelle le pistil, avec à l'intérieur les ovaires, et vous voyez les petits points noirs qu'on voit ici sont des ovules, qui vont permettre de donner nouveaux individus. Ça, c'est le cas de la majorité des fleurs, pour toutes les plantes à fleurs, qui sont à la fois mâles et femelles. Les parties mâles sont les étamines, qui vont donner le pollen. Les parties femelles, c'est la partie qui est en rouge ici, donc le pistil avec l'ovaire et le style, qui vont contenir les ovules. Il existe quelques espèces dans lesquelles les fleurs sont séparées entre mâles ou femelles. On a des plants mâles et des plants femelles. C'est rare, mais ça existe. Voilà un exemple de plantes qui ont séparé les mâles et femelles. Ici, vous avez que des fleurs mâles. Vous voyez les étamines, mais au centre, il n'y a pas de pistil. Les étamines ici. Et vous avez sur un autre plan, sur un autre individu, celui-ci, les plantes femelles, où là, on n'a pas les étamines, mais on a les pistils. Et vous voyez que sur cette plante femelle, on va avoir les fruits. C'est un point important, on en reparlera après. Cette plante s'appelle la brionne, si vous voulez savoir. C'est une plante assez courante en France. Donc on va avoir une partie mâle, les étamines, une partie femelle, le pistil. La partie mâle va créer ce que l'on appelle le pollen. Le pollen, à quoi ça ressemble? Au microscope, je peux regarder. Voilà un exemple de pollen. Les pollens, il y a plein de formes différentes. Globalement, ce sont des structures très petites, visibles au microscope, rondes, très légères, et qui vont avoir des formes assez différentes, avec une partie, vous voyez, qui représente en marron, qui protège, et la partie qui ici est en jaune, qui contient ce qui va servir pour la reproduction. Le pollen, qui est produit sur les étamines, va devoir être amené sur le pistil. Dans l'immense majorité des espèces de végétaux, ce n'est pas possible que le pollen d'une fleur aille sur le pistil de cette même fleur, pour des tas de raisons. Donc, il va falloir l'emmener sur une autre fleur, sur un autre individu. Ça peut se faire de plein de manières différentes. Première méthode, ça peut être simplement le vent. Ici, vous voyez, le vent emporte des grains de pollen. Les grains de pollen sont très légers. Ils peuvent être emportés par le vent, et puis le vent peut au hasard les apporter sur un pistil. Le problème, c'est que ça se fait au hasard. Le vent, il ne décide pas, il ne contrôle pas. Donc il y a peu de chances que ça arrive. Pour que ça marche, il faut qu'il y ait beaucoup de pollen qui fassent ça. Toutes les espèces qui ont une dissémination de pollen par le vent vont produire beaucoup de pollen, et c'est elles qui peuvent faire des allergies parce qu'il y a beaucoup de pollen qui est produit. C'est le cas de tout ce qu'on appelle les graminées, donc en fait ce qui va donner les céréales, mais aussi la grande majorité des herbes. C'est le cas ici des pins, c'est le cas des bouleaux. Toutes les espèces qui vont donner des allergies au pollen le font parce qu'elles font de grandes quantités de pollen, et elles font ça parce que le pollen est dispersé par le vent, et qu'il faut de la chance pour que, au hasard, ce pollen arrive sur une fleur d'un autre individu.
Un autre moyen de faire va être de faire appel aux animaux, et particulièrement aux insectes. Alors il n'y a pas que les insectes qui peuvent polliniser, mais c'est surtout les insectes, ne serait-ce que parce qu'ils sont les plus nombreux de loin. L'insecte pollinisateur que l'on connaît le mieux, c'est l'abeille. Vous avez ici une abeille qui est sur une fleur. Que vient faire l'abeille sur une fleur? La fleur va produire un liquide sucré en petite quantité qui s'appelle le nectar. Les abeilles et d'autres animaux, d'autres insectes, vont venir pour manger ce nectar. L'abeille, c'est à partir du nectar, notamment, qu'elle va produire le miel. Mais elle le prend aussi pour manger elle-même et survivre. Donc elle vient. En venant dessus, elle se frotte aux étamines. Elle vient pas pour les étamines, elle vient pas pour le pollen. Elle vient pour le nectar, mais elle se frotte contre les étamines. Et du coup, elle est recouverte de pollen. Elle est recouverte de pollen, puis qu'est-ce qu'elle va faire une fois qu'elle a pris le nectar du fleur? Elle va aller voir la fleur à côté. Et sur la fleur à côté, elle est déjà pleine de pollen. Elle va apporter le pollen qu'elle a sur elle, sans le faire exprès, sur la fleur à côté. Et donc la fleur à côté, elle, aura le pollen de la première fleur qui va venir son pistil, et ça pourra ainsi donner un nouvel individu. Nous avons donc les abeilles qui ont besoin des fleurs pour prendre le nectar et survivre, et les fleurs qui ont besoin des abeilles pour pouvoir se reproduire, faire des fruits et des graines. C'est le cas avec les abeilles, c'est le cas avec plein d'autres animaux, notamment des insectes, les papillons par exemple. Ici vous voyez, vous avez un papillon qui va récupérer le nectar d'une fleur de chardon, qui est ici, et après en allant sur une autre fleur de chardon à côté, il va déposer, sans le faire exprès, le pollen sur la fleur de chardon. Il y a encore d'autres animaux qui le font, beaucoup d'animaux. C'est surtout des insectes quand même, qui ont l'avantage d'être très nombreux et de voler, donc ça c'est pratique. Mais on peut avoir d'autres animaux qui le font. On peut encore avoir d'autres méthodes, ça peut être dans certains cas par l'eau, notamment l'eau de la rosée. Enfin, il y a d'autres méthodes, mais c'est surtout grâce au vent et aux insectes. Que va-t-il se passer une fois que le pistil va recevoir du pollen, qui va être pollinisé? On va le voir juste après. En récapitulatif, nous avons une fleur qui va produire du pollen et ou des ovules. La majorité du temps, je vous l'ai dit, c'est les deux en même temps, mais ça arrive qu'il n'y en ait qu'un des deux. Si du pollen arrive, par exemple, grâce au vent ou grâce aux insectes, sur le pistil d'une fleur, cette nouvelle fleur va être pollinisée et l'ovule qu'elle contient sera fécondé. À partir du moment où on a fécondation ici, on va pouvoir créer un nouvel individu. Chez les plantes à fleurs, ça va prendre plusieurs étapes. La première étape, ça va être que la fleur va se transformer. Et elle va se transformer en fruit. À chaque fois que vous avez un fruit, que ce soit un fruit comestible ou un fruit qui n'est pas comestible, c'est que vous avez une fleur avant et que cette fleur a été pollinisée et s'est transformée en fruit. Ici, vous avez l'exemple, on voit bien encore la fleur qui a été pollinisée, le pistil qui est ici, qui commence à grossir, et en grossissant, il va donner ce que nous avons sur les deux anciennes fleurs à côté, des fruits. Ici, ce sont des fruits qui ne sont pas comestibles, mais pour les fruits comestibles, c'est exactement la même chose. Que va-t-il se passer? Le pollen passe dans le style, arrive ici, dans la partie du pistil qu'on appelle l'ovaire, et va féconder l'ovule. À partir de ce moment-là, l'ovule, enfin l'ovaire qui est ici, pardon, va se transformer en fruit. Et à l'intérieur du fruit, les ovules fécondés vont se transformer en graines. S'il y a un seul ovule fécondé par fruit, on dit que c'est un noyau. S'il y a plusieurs ovules fécondés par fruit, on dit que ce sont des pépins, mais c'est la même chose. Ce sont des graines qui sont à l'intérieur d'un fruit. Pour bien comprendre ça, je vais prendre un fruit assez simple qu'on trouve régulièrement dans nos assiettes, la pomme. Vous avez ici la pomme. Vous voyez que la pomme ici, vous avez quelque chose qui la retient à l'arbre, c'est l'ancienne tige de la fleur. Si vous voulez voir la partie qui est ici, c'est ce qui reste des pétales et les petites pointes des étamines. Donc on retrouve bien ce qui était autrefois la fleur dans le fruit. La fleur, elle s'est transformée dans le fruit que vous voyez là à l'intérieur, juste cette partie-là. Le reste du fruit de la pomme, c'est un petit peu compliqué. C'est d'autres parties qui étaient en dessous de la fleur qui sont transformées en fruits. Dans la plupart des fruits, ce n'est pas le cas. Ici, ça s'est transformé. Mais nous avons ici la partie qui est ce qu'on appelle le fruit véritable de la pomme, qui est là. Qui correspond en fait à l'ancien pistil. Et à l'intérieur de ce pistil, vous avez des graines, qui sont les pépins, qui sont les ovules fécondés qui sont transformés.
En quoi ces pépins, ces noyaux, bref, ces graines vont être intéressantes pour la reproduction? C'est que ces graines peuvent tomber sur le sol. Lorsqu'elles tombent sur le sol, elles peuvent germer. Et en germant, elles vont reconstruire des racines dans le sol, elles vont reconstruire des tiges, elles vont reconstruire au fur et à mesure des feuilles, elles vont donner un nouvel individu. Un nouvel individu qui, après, pourra lui-même donner des fleurs, fleurs qui pourront être pollinisées et qui pourront donc se transformer en fruits avec des graines et donner de nouveaux individus. C'est la reproduction sexuée des plantes à fleurs. Donc, notre fleur, une fois pollinisée, va se former un fruit. L'ovule fécondé va former une graine. C'est un noyau ou un pépin à l'intérieur du fruit. Et cette graine pourra germer pour donner un nouvel individu. Voilà donc comment se passe la reproduction sexuée chez les végétaux. La semaine prochaine, nous verrons ce qui se passe chez les animaux, en prenant un animal assez facile à comprendre, l'humain. Je rappelle ce que vous avez à faire pour cette semaine, ça va être de recopier ce cours, qui est ici, dans votre cahier ou votre classeur, et de répondre au QCM qui est en ligne sur Pronote. Je rappelle, pour voir ce QCM, vous ne pouvez pas le voir depuis la session de vos parents. Il faut absolument sur votre session personnelle. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.